Beaucoup Nathalie déjà pour l'invitation, merci pour cette masterclass. Aujourd'hui, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour découvrir comment faire de la vente un jeu et surtout d'augmenter vos revenus et de trouver plus de clients. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de ma collègue Caroline. Caroline, elle avait 30 ans, mais en fait, elle ne savait toujours pas nager. Un jour, elle se dit, OK, il est grand temps que ça change et elle décide d'investir, de payer et de se faire accompagner par un maître nageur dans un centre de natation pour lui apprendre à nager. Et les premières leçons sont carrément une catastrophe. C'est la panique à bord, elle a peur de se noyer. Caroline a vraiment du mal, en fait, elle peine à nager et malgré les indications simples de son maître nageur, en fait, c'est compliqué. À plusieurs reprises, elle boit la tasse et elle a peur de s'éloigner du bord parce qu'elle sait qu'elle n'aura plus de support pour se tenir afin de reprendre son souffle. Elle s'énerve même contre lui un jour et elle lui dit, mais en fait, je suis tes consignes, mais ça ne marche pas. Je ne vois aucun changement. Apprends-moi vraiment les vraies techniques. Et le maître nageur lui dit, Caroline, ça n'a rien à voir avec la technique. Fais simplement confiance au processus. Continue d'écouter mes indications. Applique-les encore et ça va bien se passer. Et combien de fois Caroline, en fait, a joué les rebelles et elle a même voulu abandonner. Elle se disait que soit ce n'était vraiment pas fait pour elle, soit c'est son maître nageur le problème, et limite, elle ne comprenait pas pourquoi elle devait le payer, parce qu'elle ne voyait aucune amélioration. Et elle répétait sans cesse, apprends-moi les vraies techniques. Elle était persuadée que réussir à bien nager était une question de technique. Et son maître nageur, lui, il restait toujours en fait serein. Il savait que le jour où Caroline vraiment, elle lâcherait prise sur son obsession à trouver la bonne technique, elle réussirait. Il lui dit, Caroline, il n'y a pas d'enjeu, déstresse et amuse-toi. Et un jour arrive où Caroline arrive enfin à se détendre, à se reconnecter à son âme d'enfant. Et là, waouh, pour la première fois, elle parvient à nager avec une facilité, avec une simplicité déconcertante. Et ce, sans même faire trop d'efforts. Et en ayant continué à pratiquer semaine après semaine, encore et encore, sans relâche, Caroline parvient enfin à devenir une excellente nageuse. Et si tu la croises aujourd'hui, tu te douterais même pas, en finale, que un jour, elle avait eu ce problème, justement, de ne pas savoir nager, parce que ses débuts étaient très chaotiques. Et Mmh. aujourd'hui, on dirait vraiment un vrai poisson dans l'eau. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que la morale de cette histoire, c'est que c'est en pratiquant que tu acquiers la technique. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle ma mission aujourd'hui est d'accompagner mes clients à exploser leurs ventes rapidement et de manière durable. Je m'appelle Oureille, j'ai 14 ans d'expertise en croissance commerciale. Le premier stage que j'ai été amenée à faire, c'était un stage de commercial B2B de commercial B2B quand j'avais seulement 18 ans. À peine sortie des jupons de ma mère, j'ai commencé à vendre. J'ai été Ouais. top performer dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai été amenée à travailler. J'ai généré des millions d'euros de ventes. Je Mmh. suis l'auteur du livre Le jeu de la vente, les 6 clés des entrepreneurs qui réussissent. Alors à la question comment et pourquoi justement je fais de la vente un jeu, tout simplement parce que je me suis rendu compte que la plupart des commerciaux ou des entrepreneurs sont super tendus et stressés à l'idée de vendre, parce que souvent on en fait toute une montagne. Et finalement, plus on se décomplexe, plus on se reconnecte à son âme d'enfant, plus on prend conscience que vendre, c'est servir, finalement, plus ça se passe bien. Donc, mon objectif et ma mission, c'est vraiment de réconcilier les entrepreneurs et également les équipes commerciales avec la vente pour qu'ils puissent augmenter leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Merci pour ta présentation, Raï. C'était hyper intéressant, ça me parle beaucoup à divers niveaux. Moi, j'ai vécu cette histoire d'apprendre à nager sur les tards. Je l'ai vécu avec la conduite automobile où j'ai appris à conduire plus tard que la moyenne et j'ai eu des difficultés qui étaient liées à ma confiance, effectivement. J'étais crispée au volant, j'ai eu du mal et je suis même passée par l'hypnose pour me détendre et pour améliorer ma confiance en moi et pouvoir aujourd'hui être une très bonne conductrice. Bon, maintenant, ça fait quoi? Ça fait une bonne dizaine d'années que j'ai eu mon permis et que ça se passe très très bien. Donc, on dirait pas au jour d'aujourd'hui que j'ai eu des difficultés, mais comme cette nageuse-là, effectivement, je l'ai passé 4 fois, mon permis quand même. J'ai eu à la quatrième pour des raisons de tension, de stress, d'appréhension. Donc, je comprends tout à fait
qu'on Et puisse... c'est et c'est intéressant que tu parles de l'histoire du permis parce qu'aujourd'hui, j'ai raconté l'histoire de Caroline, mais des fois, je raconte également l'histoire de mon permis de conduire. Et comme toi, je raconte vraiment le fait que les débuts étaient très chaotiques, mm, que en fait, j'avais une vision qui était pas assez large en fait. Et finalement, c'est très compliqué. Du coup, mon moniteur à plusieurs reprises, il s'est dit mais je sais même pas si un jour elle réussira à obtenir son permis de conduire. Et mm. finalement, tu vois, comment je m'en suis sortie? Un jour, je me suis dit, tu sais quoi, aujourd'hui, Aureille, tu vas faire comme dans Fast and Furious. OK? Tu vas te prendre vraiment comme une pilote. Et donc, j'ai joué, en fait, à voilà, me considérer comme une pilote. Et pour la première fois, généralement, les leçons de conduite qui étaient une torture, bah, pour la première fois, j'ai commencé à y prendre plaisir et ça s'est bien passé. Et au fur et à mesure, j'ai obtenu mon permis de conduire. Et Ouais. finalement, tu vois, une chose également que je dis par rapport à ça, c'est que la manière la plus facile de se dépasser ou de dépasser sa peur, c'est de s'amuser. Voilà C'est de pourquoi je fais de la s'amuser, vente en jeu. incarner un rôle, c'est une très bonne idée, ça, pour s'amuser, effectivement, mettre son costume de je sais pas quoi, de super-héros, de super vendeur, de super conducteur, s'imaginer dans ses pompes, ça peut donner, d'une certaine manière, des super pouvoirs. Ouais. Exactement, c'est ça. Donc Mais à l'époque, moi, souvent, je me souviens que j'avais une conduite très technique, justement, et très crispée. Genre, passer la vitesse, passer la vitesse. C'était très haché, tu vois, c'était très mécanique. Il manquait cette fluidité qui vient, effectivement, avec la confiance et le plaisir de le faire. En fait, ça devient fluide quand tu commences à prendre du plaisir à faire les choses. exactement, c'est ça. Et finalement, Ouais. tu vois, dans la partie également permis de conduire, c'est la pratique en fait qui permet d'acquérir la Oui, bonne technique de conduite. Et c'est et oui, partout, c'est comme ça dans la vie pour tout en fait. Pour apprendre à nager, il faut pratiquer. Pour apprendre à faire du vélo, il faut pratiquer. Pour apprendre un sport, il faut pratiquer. Donc, oui. pour apprendre vraiment à devenir un excellent vendeur, il va falloir pratiquer, pratiquer, Il va pratiquer, falloir vendre. pratiquer. Et bien évidemment, bah, moi qui pratique depuis mes 18 ans, aujourd'hui, je suis à l'aise, mais c'est parce que j'ai pratiqué. Ouais. Moi, j'ai d'excellents souvenirs avec la vente, donc je pense que je pars avec un petit atout sur le sujet, même si j'ai pas forcément, comment dire, j'ai pas forcément exploité beaucoup dans ma vie ce filon-là, mais quand même un petit peu. Quand j'étais enfant, moi, j'aimais pas les Barbie. J'aimais bien les Lego, j'aimais bien les billes, j'aimais bien d'autres types de jeux. Mais alors, c'est peut-être parce que j'avais que des frères, mais les Barbie, moi, ça m'intéressait pas. Et on m'en offrait tout le temps à Noël, et ma mère n'osait jamais dire que j'aimais pas ça, les poupées, les machins. J'aimais bien faire d'autres choses, dessiner, etc. Et je me suis retrouvée avec plein de Barbie et plein de poupées et plein de trucs, entre guillemets, de filles, dont je savais pas trop quoi faire. Et en fait, quand j'avais alors, je faisais un peu de troc dans la cour de récréation déjà. Et en fait, un jour, il y a eu une vente de jouets. Et alors là, j'ai sorti tous mes jouets et je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais trop heureuse, j'ai tout vendu, quoi. Et alors, j'ai pris un vrai plaisir à faire la petite vendeuse du haut de mes 8 ans, à vendre mes Barbies en me disant, putain, je vais pouvoir m'acheter des billes et tout, à des petites filles à qui ça faisait plaisir. Et en fait, il m'est resté cet ancrage-là, le plaisir et la joie, finalement, de vendre à pas cher des poupées à des petites filles à qui ça faisait plaisir, pour pouvoir m'acheter, moi, des billes et des Legos, et que ça me fasse plaisir aussi. Et du coup, j'ai un ancrage assez positif lié à la vente. Et plus tard dans mon histoire, comme je dessinais beaucoup, j'ai commencé en fait à vendre des portraits et des tableaux assez tôt, dès le lycée. Enfin, je me souviens, le premier tableau que j'ai vendu, je devais avoir, j'avais peut-être 14 ans. Ensuite, j'ai vendu des portraits à mes camarades pour les fêtes des mères, anniversaires, etc. au lycée. Donc, déjà, il y avait un acte de vente à mes pairs, ce qui est quand même atypique. Et j'y prenais quand même assez plaisir. Et au lycée, je vendais des abonnements aussi. La première fois que j'ai eu cette possibilité-là, des abonnements à des revues. Et en fait, tout le long de mon histoire, j'ai eu des ancrages positifs comme ça, liés à l'acte de vente, ce qui fait que pour moi, c'est pas du tout un truc dramatique. Dans le sens où il me reste cette idée de bon, j'ai des Barbies donc je ne veux pas, je les vends, j'achèterai un truc qui me plaît avec. Et du coup, on voit tout de suite que la transaction, l'acte de vente peut être tout à fait sain. Malheureusement, c'est un vécu que beaucoup d'enfants n'ont pas. C'est un vécu précoce qui n'existe pas beaucoup en France. Cette vente quand on est enfant, à part ces fameux tickets de loterie qu'en général les parents refilent à leurs collègues, bon, les enfants vendent finalement assez peu. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, on arrive à l'âge adulte en ayant très peu vendu, quoi. Très peu, oui, et manipulé d'argent et fait ce type de transaction. On arrive, on n'a pas fait, on a peur, on a plein d'idées reçues. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça?
Alors, par rapport à ce que tu dis, souvent j'entends les gens dire, «Oui, moi j'ai pas d'expérience en vente» ou alors «Moi je l'ai pas vendu» et cetera. J'aimerais juste clarifier une chose, en réalité, toute notre vie, on vend. Et quand Oui, on vend, faut pas juste penser à la transaction financière entre j'ai un produit, j'ai un service et je l'échange contre de l'argent. Ce qu'on vend, la plupart du temps, souvent, c'est également nos compétences. Donc mm, si à un moment donné, tu as été salarié dans ta vie, bah, tu as vendu tes compétences. Tu as vendu, au-delà même de tes compétences, ton temps contre de l'argent, sachant que ton temps, c'est ta ressource la plus précieuse. Bien c'est évidemment, ça. aujourd'hui, vous êtes tous dans le métier de l'accompagnement, donc forcément, vous vendez vos services. Mais en réalité, on est tous amenés à vendre. Et moi, j'aime bien dire une chose, c'est que finalement, les meilleurs vendeurs, ce sont les enfants. Parce que Mm, tous les jours, ils savent obtenir ce qu'ils veulent. Et moi, je ouais. prends souvent l'exemple de ma fille en disant que bah, c'est l'une des meilleures vendeuses que je connaisse parce qu'à chaque fois qu'elle veut quelque chose, elle réitère sa question, elle insiste, elle persiste et finalement, elle obtient ce qu'elle veut. Et donc, savoir vendre au-delà de vendre ses services et ses produits, c'est également vendre ses idées. C'est également faire preuve de persuasion. C'est également obtenir en fait quelque chose de la part d'une autre personne. C'est amener une autre personne à agir, à passer à l'action. Et Mm. si aujourd'hui, par exemple, tu as convaincu, je sais pas, un groupe d'amis d'aller voir tel film au cinéma, bah, tu leur as vendu le film. Si aujourd'hui tu prépares par exemple des vacances avec des amis, bah, tu leur as vendu les vacances. On est toujours en réalité en train de vendre et on vend depuis qu'on est né. Ouais, tout à fait. Ça dépend en fait si on voit l'acte de vente comme quelque chose de petit ou si on ouvre sa perception de l'acte de vente. Moi, pour les enfants, souvent ce que je dis, c'est que c'est d'excellents négociateurs. Tu vois, la négociation, effectivement, fait partie de la vente. Alors, pas forcément, mais ça peut. Mais c'est vrai que les enfants sont d'incroyablement bons négociateurs. Spontanément, ils utilisent tous les leviers à leur disposition et c'est toujours très intéressant à observer. C'est difficile de résister à un enfant qui qui essaye Et tu vois, de négocier. une des qualités des enfants, qu'est-ce qui fait que les enfants arrivent à obtenir facilement ce qu'ils veulent, là où la plupart des adultes échouent? En fait, les enfants, ils sont pas focalisés sur est-ce que je vais obtenir un non ou pas. Ils demandent et ils voient ce qui arrive. Et même si on leur dit non, ils acceptent pas le non comme une Mmh. réponse. Ils redemandent. Et avec le même enthousiasme, tu vois. Les adultes d'aujourd'hui ne sont pas très enthousiastes. Des fois, j'entends des vendeurs, je me dis, mais on t'a mis un couteau sur la gorge pour faire ce que tu fais ou alors tu es vraiment passionné par ce que tu vends. Donc, tu vois, rajouter également cette âme d'enfant et surtout se reconnecter à cette âme d'enfant qu'on a perdue, parce que Ouais, trop souvent, les adultes, on se prend trop au sérieux. Et moi, je dis, il faut faire les choses sérieusement sans se prendre trop au sérieux, ouais. Reconnecter avec son âme d'enfant qui sait négocier et vendre, sans avoir appris des techniques sans spécifiques avoir de appris des techniques. négociation. Mais l'enfant, il veut tellement fort, il veut tellement fort, il investit tellement toute sa volonté et son énergie, il supporte tellement pas bien le non et la frustration qu'effectivement, il va lutter encore et encore C'est ça. pour obtenir ce qu'il veut, quoi. Et rien qu'en prenant cet exemple-là, qu'est-ce qui se passerait dans ta vie, dans tes finances, dans tes résultats, si, à partir de maintenant, tu n'acceptais plus le non, en fait, comme un signe de rejet, mais que juste une information qui ne t'empêche pas, en fait, de redemander à nouveau. Et moi, Ouais, tu vois, il y a beaucoup de clients que j'ai signés qui, au départ, m'avaient dit non, et finalement, 3 mois, 6 mois, peut-être même des fois un an plus tard, on a travaillé ensemble. Pourquoi? Parce ouais. qu'au moment où ils m'ont dit non, c'était pas le bon moment. Mais c'est pas, ça veut pas dire que c'est définitif, en fait. Mmh. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, il y a un timing de la vente et Et il y a une maturation qui doit se faire dans l'esprit, de l'acheteur, du Et ça prospect. revient à une question que un de tes clients du coup a posée. Oui. Comment en fait accepter le rejet? Comment en fait ne pas être voilà en down à chaque fois qu'on me dit non? En fait, ça c'est lié en fait à la peur du rejet parce que dans Mmh. ton parcours, dans ton histoire personnelle, dans ton histoire de vie, à un moment donné, tu as été rejeté et aujourd'hui, quand un client potentiel te dit non, bah, tu le prends personnellement parce que tu as l'impression, en tout cas toi, tu l'interprètes comme un rejet. Mmh. Et moi, ce que j'apprends à mes clients à faire, c'est vraiment de décorréler le résultat, notamment le non ou le oui, de ce qu'ils sont. Ce n'est pas parce qu'une personne a dit non que ça veut dire Mmh. que ce que tu proposes n'a aucune valeur. C'est pas parce qu'une Tout à personne fait. te dit non que tu dois remettre en question tout ton écosystème, toute ta proposition de valeur, tout ton projet, tous tes rêves. Moi, j'ai une de mes clientes, un jour, elle m'avait dit, alors quand j'ai parlé de mon projet, on m'a dit, ah bah il y a déjà des associations qui existent, alors pourquoi tu devrais faire ça en mode entreprise? Et elle Mmh. était limite prête à passer de l'entreprise à l'association parce qu'on lui a dit ça. Je lui ai dit, mais ça va pas. C'est pas parce qu'il y a des associations effectivement qui existent à but non lucratif qui proposent ça que ça veut dire que toi, tu peux pas en faire un business.
Et donc, tu vois, c'est également cette faculté, au final, à comprendre la puissance, en fait, de ce que tu proposes, de qui tu es. Et peu importe, au final, qu'on te dise oui ou non, ça ne doit jamais remettre en question ton identité. Mhm. Et si tu acceptes le non comme faisant partie du jeu, parce que tu sais déjà en amont que c'est impossible, même moi aujourd'hui qui est excellente vendeuse, que tout le monde à chaque fois me dit oui, j'ai pas 100% de oui, mais je suis OK avec le fait que, en réalité, je cherche même pas à avoir 100% de oui, je cherche à avoir les oui de la part des bonnes personnes que j'ai envie vraiment d'accompagner. Et donc les Mhm. personnes en fait qui disent non, il y a plusieurs raisons. Peut-être que c'est pas le bon moment, et donc à ce moment-là, ce sera le bon moment plus tard. Peut-être que ce n'est pas la bonne cible. Et à ce moment-là, bah, tant mieux qu'elle me dise non, parce que finalement, si j'accepte un client qui n'est pas ma cible, peut-être que je ne vais pas prendre du plaisir au final à délivrer cette personne et à lui donner le meilleur de moi par rapport à la prestation qu'elle a prise. OK? Ouais. Peut-être également que la personne, elle dit non parce que c'est pas clair. Parce que beaucoup d'entrepreneurs, pour eux, ce qu'ils proposent, c'est super clair, mais pour le client, c'est pas du tout clair, c'est flou. Mhm. La personne ne sait pas pourquoi elle doit nous payer ce montant-là parce qu'elle ne c'est pas clair le bénéfice tangible que tu lui apportes, tu vois. Souvent, en plus, en développement personnel, je sais que certaines personnes connectées aujourd'hui en font, il y a des promesses un peu dans les airs où on ne sait pas ça veut dire quoi. Oui, je t'accompagne à révéler ton potentiel. OK, ça veut dire quoi révéler mon potentiel? Oui, je Mhm. t'accompagne à devenir une meilleure version de toi-même. Ça veut dire quoi être une meilleure version de moi-même? Oui, je t'accompagne à, mais des trucs, en fait, c'est des promesses qui ont l'air, OK, super inspirantes, mais concrètement, de manière tangible, Ouais. ça veut rien dire, tu vois? Donc, Ah c'est ouais. normal que si tu proposes des promesses qui ne sont pas très tangibles, que les gens ils te disent, OK, moi, je ne vais pas payer tel montant pour ça, parce que je ne vois pas vraiment concrètement en quoi ça va changer ma vie. Eh Et oui. donc, quand tu sais tout ça, au final, tu sais déjà dans un premier temps que le non fait partie du jeu. Donc déjà, ça, c'est la Mhm. base. Et donc, si Tout ça à fait fait. partie du jeu, bah, quand tu en as un, tu n'es pas surpris. Parce que déjà, de prime abord, avant que le client travaille avec toi, a priori, il n'était déjà pas client. Donc, a Mhm. priori, il y a même pas de... Tu sais, des fois, j'entends, oui, j'ai perdu la vente. En réalité, tu n'as pas perdu la vente parce que la vente, tu ne l'avais pas gagnée de prime abord. Donc, tu n'as rien perdu. Donc, au mieux, tu gagnes la vente, mais sinon, il n'y a rien qui a été perdu, puisque de prime abord, tu n'avais pas encore gagné la vente. C'est ça. Tout à gagner, rien à perdre. Exactement. Et ça me ramène à la citation de Nelson Mandela qui dit, dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc, soit tu Mhm. gagnes un nouveau client, soit tu as appris pour te remettre en question, pour progresser, pour peut-être des fois mieux préparer tes prochains entretiens. Parce que peut-être que là, tu as bégayé, peut-être que tu n'as pas inspiré la confiance, peut-être qu'au contraire, tu as inspiré même la méfiance, peut-être que ce Mhm. n'était pas très clair, ta proposition, ton offre, etc. Donc, ça te permet d'avoir le feedback et de te demander, OK, qu'est-ce que j'ai amélioré pour que la prochaine fois, je puisse faire encore mieux. Et progressivement, si tu continues à faire ça, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, tu deviens excellent dans ce que tu fais et que tu joues en fait avec les entretiens, avec les clients, avec les prospects et que tu acceptes également le non comme faisant partie entièrement et intégralement du jeu. D'accord. Alors moi j'ai une question. Comment tu fais pour transformer la vente en un jeu carrément, c'est-à-dire en quelque chose de ludique et amusant? Yes. Je pense que déjà, si tu te dis la vente est un jeu, rien Ouais, que ça, tout de suite, ça te conditionne dans ouais, l'esprit déjà de quelqu'un qui veut apprendre à jouer. Si ouais. tu te dis la vente c'est sérieux, ok, tu vas te comporter comme quelqu'un de sérieux. Si tu te dis la vente c'est un jeu, inconsciemment tu vas te dire ok, ah la vente c'est un jeu, donc déjà ok, je me détends en fait. Je suis moins stressée parce que c'est juste un jeu. Et Mhm. dans le jeu, Tout à ok, fait. je peux gagner, ok, je peux perdre, mais dans tous les cas c'est juste un jeu. Donc il n'y a plus d'enjeu, je dédramatise. Et finalement, ne serait-ce que la pensée de la vente c'est un jeu, pour moi Mhm. déjà, ça crée une transformation si tu veux, dans la vie de mes clients. Parce qu'en fait, quand ils viennent, ils sont déjà dans cette ouverture de, OK, avec Oreille, on va apprendre à faire de la vente un jeu. Donc, je sors vraiment de l'enjeu, je sors du côté stress, je sors du Ouais. côté, il faut que j'ai la technique parfaite, mais je commence justement à apprécier en fait le processus, apprécier la pratique, apprendre justement à me mettre en valeur ou à mettre en valeur mes services, mes offres, etc. Après, il y a plein de choses effectivement dans mon programme qui permettent au fur et à mesure vraiment de progresser jusqu'à en faire un jeu. Mais la première chose déjà que je fais avec mes clients, c'est, si tu veux, de changer leur discours interne par rapport à la vente. Parce que souvent, de prime abord, les gens, pourquoi ils ont du mal à pratiquer moi, je parle de pratique de la vente. Bien évidemment, la Mhm. vente éthique et bienveillante. Parce que déjà, ils ont des a priori, parce que déjà, il y a des stéréotypes, parce que déjà, on pense que bah, les vendeurs, ce sont des menteurs, ce sont des manipulateurs. Donc déjà, si je pense que les vendeurs, ce sont des menteurs et des manipulateurs, pourquoi moi, j'aimerais délibérément
qu'on me considère comme un menteur et comme un manipulateur. Donc, comme je n'ai pas envie qu'on me considère comme un menteur et comme un manipulateur, bah, je ne vais pas vendre ou alors je vais me saboter. Comme ça, je n'aurai pas ce retour-là de la part du marché parce que je pense que c'est comme ça que les vendeurs sont. Si je pense effectivement que en fait, vendre, c'est servir mon client, si je sais, je suis persuadée en mon âme et conscience que quand je vends, je rends service à mes clients, bah là, en fait, la dynamique, elle est tout autre. Parce que c'est pas je profite de l'autre, c'est pas j'encaisse l'argent et au final, j'arnaque les gens, c'est en fait je transforme la vie de mes clients. Et donc, si dans ma mission, je sais que moi, ce qui me plaît, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait vibrer au quotidien, c'est transformer la vie de mes clients, alors bah, j'ai pas de mal en fait à vendre parce que je sais que quand je vends, je transforme. Quand je Tout à fait. vends, je change la vie en fait de mon client. Et donc, et forcément, si je veux créer une transformation, il faut que la personne en fait, elle paye. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Tout ce qui Mm. est gratuit a une perception qui est négligée, qui est faible. Et donc, la seule manière que la personne que j'ai envie d'aider au final se rende compte et s'engage également à faire ce qu'il y a à faire pour transformer sa vie, il faut qu'elle paye pour qu'elle Mm. puisse s'engager. Donc, je paye pour m'engager et moi, quand je reçois l'argent, eh ben, je m'engage également à transformer la vie du client. Mm. Tout à fait. C'est gagnant-gagnant. Exactement. Et C'est au-delà pour ça même que de je te parle. gagnant-gagnant, ouais, vas-y, dis-moi. C'est pour ça que je te parlais de mon histoire de quand j'étais enfant et de mes ancrages où je revendais mes Barbies, où je vendais des choses, etc. Parce qu'en fait, j'ai eu cet apprentissage du fait que on peut être dans une relation commerciale qui soit gagnant-gagnant. Hmm. Yes. Et je voudrais même aller plus loin par rapport à ça. Moi, j'ai également appris la négociation win-win, où en gros, il faut que ce soit gagnant pour toi, gagnant pour le client. En Mhm. réalité, moi, j'aime bien dire une chose, c'est il faut promettre moins et délivrer plus. C'est même Mhm. pas gagnant-gagnant, c'est limite toi, tu perds parce que tu donnes tellement pour transformer la vie de ton client qu'au final, il y a un déséquilibre, mais ça avantage plus le client que toi. Mhm. Moi, aujourd'hui, quand une personne paye ce montant-là, je sais qu'en réalité, mon accompagnement, ça vaut 10 fois plus. Et je n'ai pas de problème à vendre parce que je suis tellement persuadée de la valeur que j'apporte que finalement, c'est moi-même qui me fait avoir dans l'histoire. Mais comme je sais que j'apporte beaucoup plus que ce que la personne est prête à payer, ben, je n'ai pas de problème en fait. Je n'ai pas de syndrome de l'imposteur. Parce que je ne suis pas un imposteur, au contraire, je sais que je délivre beaucoup plus que ce que la personne a mis sur la table. Et donc, si aujourd'hui, tu as un problème également avec bah, du coup, le fait de vendre, augmente la valeur perçue de ce que tu proposes, augmente ton engagement auprès de tes clients. Ne te contente pas de faire de ton mieux. J'entends souvent les gens dire je fais de mon mieux. Non, ne fais pas de ton mieux. Donne tout ce que tu as à donner pour transformer la vie de ton client. Whatever it takes, c'est ce qu'ils disent les Américains. Peu importe ce que ça te coûte, toi. Tu es dans l'accompagnement. Tu veux, tu vois, transformer la vie de tes clients. Donc, c'est pas, enfin, c'est pas, pour moi, c'est pas suffisant de faire de son mieux. Faire de son mieux, c'est ce que la moyenne des gens font. Si tu veux te positionner au-delà de la moyenne, eh ben, en fait, tu te donnes à fond pour ton client. Et ne te dis pas, OK, il a payé ça, je lui donne ça. Entre guillemets, c'est un échange équitable. Non, pour moi, il n'y a même pas d'équité. C'est toi, en tant que leader qui veut transformer et impacter la vie de tes clients, et bah, tu fais beaucoup plus que ce que la personne paye. Et comme ça, tu n'auras jamais de retour. Ah, bah oui, ça s'est bien passé, merci beaucoup. Tu as vraiment des retours transcendants du style, bah, tu as changé littéralement ma vie. Et limite, ce que j'ai payé, je me rends compte que c'est peu par rapport à la valeur que j'ai payée. Et moi, souvent, honnêtement, sans aucune prétention, mes clients, ils me disent, OK, ouais, franchement, ton accompagnement, peut-être que effectivement, c'est un coût que je n'ai jamais jusqu'à présent mis autant d'argent pour me faire accompagner par rapport à ce montant-là. Mais finalement, c'est dérisoire par rapport à toute la valeur que tu apportes. C'est dérisoire par rapport à la transformation que j'ai eue dans ma vie. C'est dérisoire par rapport à la transformation que j'ai eue dans mes finances. Donc, c'est même pas équitable en fait, mais c'est OK parce que du coup, tu es au service de ton client, mais que tu veux quand même l'engager avec une offre bah, du coup qu'il doit payer parce que tu sais que c'est comme ça qu'il va être transformé. Mhm. Donc, tu nous parles de niveau d'engagement, là, finalement. Ouais, Engage-toi pleinement à rendre un service de grande qualité. exactement. En fait, c'est vraiment viser l'excellence. La perfection n'existe pas. La perfection, de toute façon, n'est pas de ce monde parce que rien n'est parfait. Et de toute façon, quand on dit que c'est parfait, il n'y a pas de marge de progression. Mais ne pas se contenter de bien faire. Faut vraiment faire ce que j'appelle l'extra miles. Et finalement, c'est quand tu fais l'extra miles, donc le kilomètre supplémentaire, que Mhm. finalement, tu deviens en fait pas juste moyen, en fait. Tu es extraordinaire parce que tu fais l'extra, tu vois. Et la plupart des gens se contentent de faire l'ordinaire. Mais toi, est-ce que vraiment, dans tes accompagnements, est-ce que vraiment dans tes ventes, tu fais également le kilomètre supplémentaire? Est-ce que tu fais l'extra? Très peu de coachs aujourd'hui, de consultants, etc., font l'extra pour leurs clients. Et Mhm. plus tu fais ça, plus tes résultats sont gigantesques.
Et finalement, ça crée un cercle vertueux où finalement, tu n'as plus de problème à vendre parce que tu connais la valeur de ce que tu proposes, parce que tu sais également les résultats que tu apportes et parce que tu connais la transformation. Donc finalement, si les gens te disent non, c'est OK parce que tu sais que c'est pas toi qui perds, c'est la personne en fait qui perd. C'est pas tant pis pour toi, c'est tant pis pour elle parce que c'est elle qui passe à côté de quelque chose. Tout à fait. Tant pis pour vous, exactement. Très bon mindset. Bravo. Est-ce que tu as des petits tips de ludification de la vente? Des petits tips de l'édification de la vente. Ouais. Alors, plusieurs tips. Après, est-ce que tu as une question bien spécifique parce que ça dépend peut-être, ou alors nos Je sais pas. personnes qui Alors moi, je sont... suis très joueuse. OK. J'aime beaucoup les jeux de société. J'ai longtemps fréquenté des clubs de jeux de société et tout ça. Et je me demandais si tu avais imaginé des systèmes de points, de scoring, des choses comme ça. OK. Je sais pas, Ah, des niveaux de difficulté du jeu, des jeux cachés dans le jeu. Je sais pas. OK. Alors, pour répondre à la question, tu sais, par rapport à la personne qui t'avait dit comment, entre guillemets, se défaire de la peur du rejet, etc. Mhm. Je crois que récemment, tu es tombé sur un de mes reels sur Instagram où j'ai parlé du challenge du non. Ouais. C'est-à-dire que j'étais dans une équipe commerciale et en fait, l'objectif, c'était de faire des appels et de ne pas s'attendre à ce que les gens disent oui, mais au contraire à ce que les gens disent non, pour justement Mm. se réconcilier avec le fait d'accepter en fait le non comme faisant partie du jeu. Et Mm. finalement, on s'est concentré à appeler des prospects et quand ils disaient non, on était heureux pour intégrer justement que le non, en fait, c'est OK. Et finalement, on s'est rendu compte à la fin de cette expérience-là que les commerciaux qui avaient le plus vendu, ben, en fait, ce sont les commerciaux également qui avaient eu le plus de non. Donc moi, la question que j'ai pour toi, plutôt que d'essayer d'éviter les non, eh ben, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour justement avoir beaucoup de personnes qui te disent non? Parce que je suis persuadée que si tu as beaucoup de personnes qui te disent non, c'est qu'également tu as des personnes qui t'ont dit oui, donc dans tous les cas, tu auras beaucoup plus vendu qu'une personne qui ne cherche pas à ce qu'on lui dise non, mais qui veut juste obtenir des oui. Donc, va chercher des non et je te garantis que finalement, bah, les résultats que tu vas avoir dans ton compte bancaire seront également exponentiels. Le défi du non. Défi du nom. Donc ça, c'est un jeu dans le jeu. Exactement. Mm. Ça, c'est un jeu dans le jeu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux faire de la vente à un jeu, dis-toi en fait également que le processus de vente, c'est également des étapes en fait dans le jeu. Oui. Donc toi, aujourd'hui, quelles sont les règles en fait que tu définis? Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en réalité, on est tous les maîtres de notre propre jeu et c'est à nous de définir nos propres règles du jeu. Donc toi, dans ton jeu, quelles sont les règles que tu veux mettre en place? Et selon tes règles à toi, qu'est-ce que tu vas faire pour que les gens également suivent tes propres règles? D'accord. Comment tu vas faire pour vendre ton jeu? Comment déjà tu vas faire pour Il y vendre a le ton jeu de la jeu? vente et il y a vendre le jeu de la vente. Le jeu du jeu. Mais honnêtement, pour répondre à ta question, Nathalie, Ouais, pour moi, la vente est un jeu, mais en fait, au-delà de la vente, tu l'auras compris, faire du business, en fait, ça doit être un jeu. ouais, tout à fait. Et la vie est un jeu. Mm. La vie est un immense terrain de jeu où notre objectif, en fait, c'est de nous amuser, c'est d'expérimenter des choses. Faut sortir de la peur de mal faire. Tu sais, souvent, les Mm. gens ont peur de mal faire parce qu'on a été Tout à fait. conditionné, Oui, notamment par rapport à l'école. Bah, quand tu as une mauvaise note, on te met du rouge, ok, c'est pas bon, etc. Mais en fait, c'est ok, parce que dans la vraie vie, bah, c'est en faisant mal en réalité que tu apprends. Donc, tout est-ce à que fait. c'est vraiment mal de mal faire? Non. Ne cherche pas à mal faire, cherche juste à faire. Parce que plus tu fais, dans tous les cas, plus tu apprends et plus tu avances. Une Mm. personne qui, entre guillemets, va se ramasser, même peut-être dans ses premiers appels, etc., ou va essayer de nouvelles choses au téléphone et finalement se louper, bah, c'est pas grave parce que dans tous les cas, elle va apprendre, elle va pouvoir récupérer ce feedback, réorienter les choses et avancer de manière efficace. Mm. Ok. Est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des présents? Bah, écoutez, si vous avez des questions, avec joie pour y répondre. Alors, on a Steph qui a une question. Steph, elle démarre. Steph, Ah, toujours super motivée. Top motivation, Steph. ouais, alors moi j'ai une énergie de Ouais. folie aujourd'hui. Je vais te donner le contexte, c'est-à-dire qu'hier soir je n'arrivais pas à dormir et j'ai un chat, enfin j'ai un chat qui n'a pas encore bientôt 1 an. Ah si, elle a 1 an! Si, elle a 1 an. Et impossible de dormir, elle avait décidé que ce soir je n'allais pas dormir. Donc du Mm. coup, je me lève, je dis écoute, je vais aller
chercher un livre à lire et là, je me retrouve avec un livre qu'on m'a offert, j'avais 26 ans, hein, je suis une ex-dépendante affective de 38 ans de vie, voilà et le livre du bonheur. C'est un livre qui a 26 ans, j'ai dû lire 3 pages en disant: «Le bonheur est en vous». Hem Mais moi, j'ai préféré acheter des livres, Mars et Vénus, Pourquoi les hommes, Ex-dépendante affective de l'amour, bien sûr et du travail et de toutes les relations. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que, il y a ce matin et par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, je m'aperçois que le comment, il n'y a que moi qui sais le faire. Il n'y a que moi qui l'ai créé. Sur toutes les formations que j'ai faites, personne n'a pu me dire que j'étais dépendante affective. Et on en revient sur la valeur aujourd'hui que j'ai au niveau financier de ce que je peux apporter aux personnes dépendantes affectives. Personne ne peut donner ce que moi, comment je me suis déconstruite. À force d'avoir gardé dans tous les sens, mes formateurs étaient là pour me former sur une reconversion professionnelle, pas sur mon être à moi de Stéphanie, symptôme de dépendance affective. Et en fait, là, ce que tu es en train de dire, justement, eh ben, je m'aperçois que aujourd'hui, je suis à 50 000 € de dépenses quand mes clientes en payent 2 500 € pour 6 mois. Mais en fait, ça vaut rien. La souffrance d'indépendant affectif, c'est des années, du temps perdu. Et là, en fait, je suis en train de m'apercevoir que ce que tu es en train de dire, ça résonne beaucoup en moi, en me disant, mais la souffrance, le temps, on ne peut pas l'acheter, en fait. Et que la vie, c'est maintenant, en fait. Est-ce que tu veux t'en sortir? Et quand tu parles, je comprends. Est-ce que tu veux t'en sortir? Moi, je les ai payées, mes formations. J'avais 1 350 €, je vivais avec 150 € tous les mois. Je les ai payées, mes formations. Et c'est vrai que, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, j'ai été capable de payer mes formations. Et pourquoi, en fait, je crains ces non, tu vois, en augmentant mes tarifs, finalement. Pourtant, je les ai payées, mes formations. Tu vois, j'ai Et du coup, dépensé. c'est quoi ta question, Steph? C'est pourquoi Bah, est-ce que toi, tu as peur de ça alors que toi, tu as bah, payé? Bah ouais, en fait, tu vois pourquoi nous, l'être humain, la vente, enfin, moi, tu vois, à chaque fois, je me disais, je suis là pour accompagner des gens, en fait. Mhm. Voilà. Mais qui veulent s'en sortir. Mais le problème Ouais. de la vente, Mais en fait, la ils sont peur du pas. rejet, c'est une peur qui est inscrite en nous de manière atavique. Pendant des millénaires, être rejeté du groupe, ça signifiait potentiellement mourir. Donc, on est avec la peur du rejet, on peut la surmonter. Auraï, il va falloir rallumer ton micro si tu veux apporter une réponse. Non, non, Ah, c'est pas pour nous. Nathalie, c'est pas pour toi. Ok. Oui, je disais, on a inscrite en nous la peur du rejet par nos pères, parce que pendant des milliers d'années, être rejeté de notre clan, de notre tribu, signifiait mourir potentiellement, en tout cas augmenter très, très, très significativement les risques de mort. Cette peur-là, elle existe, mais elle se surmonte, elle se dompte, et on peut finalement s'en libérer. Ouraï, tu veux rajouter quelque chose? Oui, j'entends très bien ce que tu dis, Stéphanie, dans le sens où toi, tu as du coup ce leadership de vouloir vraiment changer ta vie et de faire, peu importe, whatever it takes, comme on dit, tout ce que ça coûte pour t'en sortir. Et donc, tu as investi plus de 50 000 €, je ne sais pas au cours de combien d'années, mais en tout cas, c'est ce que tu as fait, tu vois. Pour partager un peu dans la même lignée, moi, j'ai investi 50K ces 3 derniers mois, tu vois. Et pourtant, quand je propose des fois des accompagnements, les gens disent effectivement qu'ils n'ont pas l'argent. Mais justement, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent qu'ils viennent me voir, parce qu'ils en veulent plus. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais je veux dire, en fait, le niveau de conscience que tu as également n'est pas le même que celui des personnes que tu vas accompagner. Ça, il faut également l'accepter. Et maintenant, ce que tu dois mettre en avant, je ne sais pas de quelle manière tu fais, par exemple, tes entretiens de vente, mais faire prendre conscience à la personne qu'en réalité, combien ça lui coûte finalement de vivre cette situation-là. C'est quoi le coût, en fait, de vivre en étant dépendant affectivement? Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça l'expression, mais de vivre dans la dépendance affective. Okay? Et si la personne elle a des rêves à accomplir, est-ce qu'elle pense qu'en restant dans ces conditions-là, elle va accomplir ces rêves-là? Donc déjà, ta mission, toi, c'est d'identifier finalement
c'est quoi vraiment l'impact de cette dépendance affective dans sa vie actuellement. Le coût, ça peut être un coût émotionnel, ça peut être un coût également financier, ça peut être également un coût à d'autres aspects de sa vie. Okay. Et finalement, cette personne-là, en fait, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut plus que tout au monde qu'elle n'a pas encore? Et si elle continue à agir comme ça, si elle ne change pas sa situation, est-ce qu'elle vraiment un jour elle va arriver là où elle veut? Est-ce que ce ne serait pas dommage de quitter ce monde en n'ayant pas accompli ou réalisé ce qu'elle voulait réaliser? Et tu vois, et l'objectif pour toi, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'à un moment donné, il faut changer. Mais pour changer, il va falloir investir. Et si la personne n'est pas prête à investir, en réalité, c'est qu'elle n'est pas prête à vraiment changer. Parce que quand tu es prête à vraiment changer, et ben, la solution, tu la trouves. Pour moi, j'accepte pas, tu vois, l'objection, je n'ai pas l'argent. Pour moi, c'est pas une réponse. Si tu me dis, je n'ai pas l'argent, mais je vais trouver, ok, là, je t'écoute. Si tu me dis juste, j'ai pas l'argent, c'est qu'en réalité, tu es feignant, tu es paresseux. Parce que si c'est important pour toi, tu vas trouver une solution. Et j'aime bien cette phrase qui dit que là où il y a de la volonté, il y a toujours un chemin. Ok. Et dans la vie, soit tu as des excuses, soit tu as des résultats. Et donc, si tu veux rester dans tes excuses, bah, en fait, continue à te comporter comme une victime. Mais à ce moment-là, on parle pour rien. Et à un moment donné, si tu veux reprendre l'autorité sur ta vie, et bah, tu vas trouver une solution. Si tu veux qu'on brainstorm ensemble sur une solution, bah, écoute, on va brainstormer. Mais si tu me dis juste, j'ai pas l'argent, je peux pas changer, bah, en fait, ok, reste alors, à ce moment-là dans ta misère, malheureusement, parce que je peux rien faire pour toi. Et qu'à un moment donné, si vraiment tu veux transformer ta situation, bah, ça passe forcément par un engagement également financier. Et donc, toi, ton objectif, c'est de faire comprendre à tes prospects, à ta cible, que toi-même, tu as investi et que c'est parce que tu as investi que tu as été transformé. Parce que si tu n'avais pas investi, tu serais toujours dans la même situation, dans la même galère. Tu vois, et plus tu vas conscientiser ça auprès de ta cible, plus au fur et à mesure, les gens vont commencer à passer à l'action. Et si tu n'as que des gens qui ne veulent pas investir, bah, change de cible également. Parce qu'il y a forcément des personnes comme toi, Stéphanie, qui sont prêtes à investir et vraiment à se transformer. Donc, si tu parles également à la mauvaise cible, et bah, tu peux continuer en fait à t'épuiser sans que les gens passent à l'action. Okay. On a une question de Laurence qui n'est là que jusqu'à 14h, c'est pour ça que je la pose en priorité. Yes. Sa question est où trouver des prospects sachant que je suis ostéo? Les prospects sont partout. Hein. Et si tu es ostéo, bah, partout, il y a des personnes aujourd'hui potentiellement qui ont, je sais pas, des problèmes de dos, des problèmes de... Toi, aujourd'hui, Laurent, si tu peux ouvrir ton micro rapidement, quel Oui. est vraiment le problème que tu résous en tant qu'ostéo? La plupart, on va dire, les clients que tu sers le plus, finalement, ils reviennent vers toi. Pourquoi? En fait, il y a deux possibilités. Soit ils viennent de temps en temps pour faire un check-up et du coup, ceux-là, c'est ceux qui m'intéressent le moins parce qu'ils sont moins conscients de ce qui se passe dans leur corps. Et sinon, par rapport aux accompagnements que j'ai mis en place il y a 2 ans avec Didier, et dans ce cas-là, le but, c'est de retrouver suffisamment d'énergie et de diminuer les douleurs pour justement concrétiser les rêves. Parce que sans énergie, c'est compliqué d'avancer et de faire tout ce qu'il y a à faire pour faire la transformation. Tu Donc es voilà. présente sur quelle plateforme? C'est-à-dire Instagram, tout ça, là, des trucs comme ça. Mhm. Ah, pardon. Instagram, LinkedIn et Facebook. Instagram, LinkedIn et Facebook. OK. J'ai Parce que vu que tu avais... le problème je fais du présentiel. Donc, même si je suis en train de mettre en place un programme en distanciel, j'ai quand même beaucoup d'affection pour le présentiel de par ma profession. Et après, une fois que si tu veux, j'ai beaucoup de patients fidèles et j'ai moins de renouvellement. Donc, pour pouvoir proposer mes programmes, même si j'essaye d'en faire un jeu, je commence à être limitée. Donc, c'est OK. maintenant comment les trouver. OK. Voilà. Alors, j'ai trois... En fait, la question, c'est pas où trouver mes clients. En fait, c'est comment augmenter ton chiffre d'affaires avec ce que tu fais déjà actuellement. D'accord. C'est ça, hein? Oui, oui. Alors, trois choses rapidement, parce que du coup, tu as 5 minutes avant de partir. La première chose, déjà, je vais t'inviter, et je pense que tu l'as déjà fait, mais à créer en fait des offres premium. Donc, tu as des clients qui viennent vers toi pour un check-up. Ça, c'est généralement un truc peut-être même remboursé par la Sécu, ou alors en tout cas pas très onéreux. Voilà, en tout cas, on va dire, c'est une petite dépense. Déjà, Oui. si tu crées des offres premium, en fait, trop souvent, moi, je vois des entrepreneurs qui vendent leurs services, ils proposent en fait des prix qui sont accessibles, mais il y a très peu qui pensent en fait à créer des offres supérieures. Et donc, déjà, par rapport à une étude qui a été menée par Salesforce, 86% des clients, en fait, sont prêts à payer plus cher pour une meilleure expérience client. Ça ne veut pas dire que tous les clients seront disposés à payer plus cher, mais ce qui est sûr, c'est que si tu présentes constamment
si tu prends l'habitude d'offrir une option premium, une option VIP, un accompagnement supérieur, etc., ben, en fait, tu seras surprise de constater qu'au moins 10% de tes clients ben, en fait, saisiront l'occasion. Et donc, finalement, tu augmentes instantanément ton panier moyen, tes profits et même la valeur également perçue de ce que tu proposes. Donc, déjà, crée des offres premium et propose-les systématiquement à la fin de chaque rendez-vous en fonction, effectivement, de la personne que tu as en face de toi. Mais il faut identifier en amont, bah, en fait, c'est quoi son problème et qu'est-ce qu'elle veut. Et comme ça, bah, tu lui… Généralement, en fait, les gens achètent pour deux choses, hein. S'éloigner d'un problème et se rapprocher d'un désir. Donc, toi, ton objectif, c'est de trouver c'est quoi son problème actuel et qu'est-ce qu'elle veut. Et finalement, l'accompagnement, même si la personne te dit c'est juste un check-up, et ben, en fait, tu vas l'accompagner vers ce qu'elle veut réellement, qu'elle n'a pas encore. Donc, créer une offre premium. Deuxième chose, en fait, tu peux également demander des recommandations à tes clients actuels. Tu vois, en fait, si tu as de la chance d'avoir des clients qui sont satisfaits, bah, en fait, tu as un vivier de clients potentiels qui est énorme et souvent qui est négligé par les entrepreneurs, tu vois. Donc, demande à tes clients existants de t'introduire auprès d'autres profils comme eux, tu vois, qui sont dans leur entourage ou dans leur réseau, des personnes qui correspondent vraiment à ta cible, tu vois. Et là, en fait, l'avantage, c'est que ça te permet d'entrer en contact avec des personnes qui sont déjà préqualifiées, avec des prospects qui sont préqualifiés, tu vois. Parce qu'en fait, les clients existants, ils connaissent déjà ta marque, ils ont déjà établi une relation de confiance avec toi. Et donc, ça rassure instantanément le prospect recommandé. Et d'ailleurs, pour encourager également tes clients à recommander des produits ou des services, tu peux également offrir une récompense pour chaque personne qui te recommande. Donc, ça peut être par exemple une remise sur un prochain achat, sur un prochain check-up ou sur une prochaine consultation, un cadeau offert ou tout autre type de récompense que tu juges en fait approprié. Donc, demande des recommandations auprès de tes clients, ça c'est très négligé et c'est une source de vivier de prospects qui est énorme. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, je leur dis, Bah, présent. imaginons, moi je viens te voir parce que j'ai un problème de dos, ok, tu règles mon problème de dos, et bah, à la fin de la séance, tu dis à la personne, bah écoute, est-ce que toi tu connais dans ton entourage d'autres personnes qui auraient besoin en fait d'une séance avec un ostéo ou alors l'offre que tu proposes, tu vois ce que je veux dire? Mais si tu demandes pas, on te donne pas. Et par contre, si tu demandes, on te donne. Si tu dis à qui tu penses qui pourrait voilà, être intéressé par ce type justement de rendez-vous, je ne sais pas comment tu nommes ça, hein, je dis ça comme ça, de consultation, etc. En fait, juste demander, prends l'habitude à chaque fois. Moi, je suis persuadée, hein, honnêtement, Laurence, si tu fais la liste de tous les clients que tu as eus depuis le début de ton activité, que tu les appelles un par un pour prendre de leurs nouvelles et leur demander, est-ce que dans ton entourage, tu connais 2-3 personnes qui pourraient être intéressées par une séance de consultation avec moi, je suis persuadée que tu vas avoir plein de clients. Ouais. Et la troisième chose également que je peux te recommander par rapport à toi, ton activité, je suis sûre que depuis toutes ces années, tu as un vivier en tout cas de personnes que tu as eues en consultation qui est énorme. Mais en fait, crée également une liste de diffusion email. Pourquoi? Parce qu'en fait, la construction d'une liste de diffusion email, c'est important parce que ça te permet tout simplement déjà d'atteindre tes clients potentiels, d'échanger avec les clients existants. Tu peux envoyer des informations spécifiques sans avoir à compter en fait sur les réseaux sociaux justement ou les moteurs de recherche. Et en fait, en ayant ta liste email, tu peux personnaliser les messages. Tu peux créer en fait une connexion plus intime avec tes clients potentiels ou même tes clients actuels. Et ça t'aidera bien évidemment à augmenter l'engagement et les ventes. Ça te permet également de renforcer la confiance de tes clients actuels ou potentiels. Et tu peux envoyer des courriers réguliers, tu vois. Tu peux renforcer finalement la confiance qu'ils ont envers tout simplement toi en fait. Et si tu envoies également des emails ciblés, tu peux également leur proposer des offres spéciales, privilégiées, exclusives. En fait, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Tu prends ce qui existe et en fait, tu l'utilises, en fait, tu l'amplifies. Tu peux également utiliser ta liste email pour demander des feedbacks, tu vois, des retours sur tes services, sur tes consultations. Et ça peut t'aider du coup à améliorer tes offres et même mieux à répondre aux besoins de tes futurs clients. Donc, je pense qu'entre les trois choses, donc créer des offres premium, demander des recommandations auprès de tes clients et commencer à créer une liste de diffusion et communiquer par email, clairement, ce sera déjà trois stratégies que si tu les implémentes, te permettront d'attirer beaucoup plus de clients et Il est d'augmenter du coup pile tes revenus. 14 heures. Il est pile 14 heures, Horaï. T'es trop Oui, forte, oui, quoi. non, super. Et juste, tu as un site pour faire les listes de diffusion? System.io, je sais que toi, je pense que tu avais fait ta page Ouais, de vente du livre sur System.io. Donc ça, tu peux également créer facilement une newsletter et lancer une liste de diffusion. d'accord. Ok, super. Merci, c'était très, très bien. Avec joie. Là, je vais devoir vous laisser. Mes patients ils sont arrivés. Yes, bel après-midi à toi, Laurence. Ciao, ciao. Merci. Juste pour info, hors système Mac et tout ça, tu as MailChimp qui est gratuit et qui te permet de le faire aussi. Mailchimp.
Moi, je passe par Ah, là. Ouais, super. ce qui est bien en fait avec System. Pourquoi j'ai précisé System.io pour Laurence? Parce qu'en fait, je sais déjà qu'elle a un compte System.io, qu'il y a des Ah, d'accord. clients qui ont acheté des livres sur son compte et finalement, elle peut récupérer directement les adresses email également pour pour les intégrer en fait dans sa newsletter. Ah, Oui, bah, si elle a super. déjà ce système, Voilà, Ouais, super. Bah, très bien. génial. Merci beaucoup. C'est avec top. joie. Top. Ciao, Laurence. Bye bye. Salut! Ciao. Alors moi, ce que j'aime beaucoup avec le principe de ludification de la vente, c'est que ça amène la notion de plaisir. Et là où il y a du plaisir, il y a de la croissance, il y a de l'apprentissage, il y a de la pratique, il y a de la joie, il y a de l'amour. Et donc, on y va avec bonheur Exactement. plutôt Georges, tu que... as une question? Allez. Voilà. Euh, je pratique un tarif à 250 euros pour un arrêt du tabac. C'est un forfait de 2 séances. Depuis que j'ai augmenté mes tarifs, j'ai de bien meilleurs résultats parce que les gens s'engagent en fin de compte, beaucoup plus dans leur arrêt. Le souci, c'est que du coup, j'ai malgré tout moins de patients. Résultat des courses, j'ai pas vraiment progressé en termes de chiffres. Quand j'ai un patient qui vient pour le tabac, je sais que ça va déboucher sur d'autres ventes. Souvent, les gens, quand ils réalisent qu'en fin de compte, ils ont un super pouvoir, le pouvoir de pouvoir changer quelque chose chez eux, ils ont envie de changer d'autre chose. Le souci, c'est que j'aurais voulu m'appuyer sur cette base-là pour pouvoir essaimer un petit peu, que des gens me ramènent d'autres clients. Et ça, je crois que j'ai pas trouvé le truc pour pouvoir le faire de manière efficace. Ok. Alors, il y a plusieurs choses que j'entends. Déjà, si tu proposes une offre, c'est 250 euros Ouais, l'offre avec 2 sessions pour arrêter de fumer. oui. Bon, déjà, honnêtement, c'est pas très cher, hein. Parce que les fumeurs compulsifs, là, tu sais combien ça coûte sur une semaine, ne serait-ce quelqu'un qui fume vraiment tout le temps, combien ça lui coûte? Oui, oui, tout à fait. Mais le souci, c'est que je suis obligé de me baser moi un peu sur les prix du marché et que je suis le plus cher de Nantes en fin de compte. Ok. T'es pas obligé de te baser sur les prix du marché, ça c'est une croyance. Ambiance, d'accord? Plus tu es persuadé des résultats que tu apportes en un laps de temps qui en plus qui est court, c'est OK. En fait, même si tous tes concurrents font allez, 50 euros pour arrêter de fumer, et ben, grand bien leur face en réalité. C'est-à-dire que même si demain tu proposes une offre à 1000 euros, 2000 euros pour arrêter de fumer définitivement, ben, en fait, si toi tu es aligné avec ça, les gens payeront en fait. En fait, les gens payent en fonction de toi, ton alignement par rapport à la certitude que tu as dans ce que tu proposes. C'est pas une question de marché en réalité. Et c'est super que tu sois déjà un peu plus cher que la plupart des gens sur le marché, mais pour moi, ça reste quand même une offre qui est quand même super accessible pour arrêter définitivement de fumer. Enfin, c'est énorme. Les gens qui fument pendant des années et des années et des années, ils payent juste 250 euros et ça y est, ça transforme leur vie à jamais. En fait, le résultat, la transformation, elle est énorme par rapport au prix, là, déjà, par rapport à l'investissement. On est bien d'accord. Donc, rien ne t'empêche d'augmenter encore plus tes tarifs. Ouais. Ça, c'est la première chose. Maintenant, comme tu l'as dit, une fois que le client a arrêté du coup de fumer, c'est bien. Il y aura également d'autres problèmes en fait qu'il faudra résoudre. Donc toi, quelles sont les autres offres que tu proposes pour continuer à travailler avec la personne? Si la personne t'a réussi en 2 séances à lui transformer son envie de fumer à arrêter définitivement le tabac, c'est énorme. C'est-à-dire que potentiellement, tu peux apporter également d'autres résultats. Donc toi, est-ce que tu as pensé à des offres supérieures que tu pourrais justement proposer? Et ça revient à ce que je disais tout de suite à Laurence. C'est bien que tu aies une offre, on va dire, une première porte d'entrée pour aider les gens à arrêter de fumer. Mais maintenant, il va falloir créer des offres premium pour augmenter justement ton panier moyen. Souvent, on pense qu'il nous faut plus de clients. En fait, avec les clients que tu as, tu peux déjà faire beaucoup plus d'argent si tu leur proposes des services qu'ils veulent acheter et qui peuvent transformer leur vie. Donc, crée d'autres offres pour amener tes clients à un autre niveau par rapport à ce qu'ils désirent. Accompagne en fait tes clients dans leur chemin de vie pour aller à une prochaine étape. Ça, c'est la première chose. L'autre chose également que tu peux faire, en fait, c'est simple, hein, c'est de demander, comme j'ai dit à Laurence, des recommandations. La personne arrête de fumer en 2 séances, c'est énorme. À la fin de la séance, automatiquement, est-ce que toi, dans ton entourage, tu as également des personnes qui fument et qui aimeraient arrêter de fumer? Introduis-moi auprès de ces personnes-là. Et si ces personnes-là veulent du coup arrêter de fumer, je les accompagnerai également. Donc, est-ce que toi, tu demandes systématiquement des recommandations à la fin de chaque accompagnement que tu fais avec tes clients?
Alors, j'ai un problème avec ça, en fin de compte. Je crois que je m'y prends pas bien. Ok. Parce que ce que je fais, c'est que souvent, j'attends un laps de temps pour un petit peu confirmer leur arrêt. Du coup, Hmm. je les perds parce que quand j'essaie de les contacter après, déjà, j'en perds au moins la moitié, sinon les deux tiers. Et ceux que j'ai ne me donnent pas systématiquement de contact. Donc, du coup, bah, c'est un petit peu à perte. Alors que Ok. je me demande maintenant, je réfléchis, je me dis, est-ce qu'il vaudrait pas mieux que je les prenne directement à la fin de la séance, en fin de compte? Complètement. Ouais. En fait, Même sans résultat. il faut, en fait, Tout les résultats vont venir. Mais à long terme. est-ce qu'à la fin de la séance, la personne est satisfaite? Est-ce qu'à la fin de la personne est en mode merci beaucoup, Georges, etc. Tu changes ma vie, tout ça, tout ça. Bah, en règle générale, oui. Ok. C'est à ce moment-là qu'il faut demander. C'est quand Ouais. la personne est enthousiaste et satisfaite du travail avec toi qu'il faut lui dire, OK, c'est super, j'ai été ravie de travailler avec toi. Donc déjà, il y a une prochaine étape, mais avant ça, toi, dans ton entourage, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, comme toi, galèrent à arrêter de fumer? Ouais. Moi, j'ai un switch mental à proposer là-dessus. Mhm. Je pense que si tu les prends au moment où ils sont enthousiastes, que tu leur demandes des recommandations de ce type et qu'ils te recommandent à leur entourage, ça va renforcer leur sevrage tabagique. Parce que comme ils seront les personnes qui t'auront recommandé, de quoi aurait-il l'air si Tu as ils raison. se remettaient à fumer? Oui. Donc, tu peux l'intégrer, cette démarche, dans le processus d'arrêt du tabac, puisque ça va les impliquer d'un point de vue identitaire et social. Ils vont avoir sur eux le regard social. J'ai dit à tout le monde que Georges Prosper était super. Je l'ai recommandé à plein de gens. De quoi aurais-je l'air maintenant si je reprenais la cigarette, tu vois? Et ça peut entrer dans le processus de sevrage tabagique. Donc, ça peut vraiment faire une boucle avec ce que tu leur proposes. Oui. Le renforcement. C'est une excellente idée. Donc, yes, Georges, bah, je pense que oui, avec ce que Nathalie vient de partager, tu n'as plus d'excuses pour ne pas demander des recommandations dès la fin de l'accompagnement, dès la fin de la transformation, parce qu'en fait, il faut vraiment demander ça au moment effectivement où le client est a le plus haut niveau d'énergie. Parce qu'après, les gens repartent dans leur vie, dans leur train-train, etc. Et Ouais. voilà, Ouais. À leurs préoccupations du exactement. quotidien, Oui. qui sont Ouais. nombreuses. Mm. Et toi, tu peux également, je ne sais pas de quelle manière tu communiques, de quelle manière tu trouves tes clients aujourd'hui? Essentiellement sur LinkedIn. Ok. Sinon, au niveau local, par le bouche à oreille. Ok. C'est mes deux principaux canaux d'acquisition. Ouais. Super. Et sur LinkedIn, qu'est-ce que tu fais pour acquérir de nouveaux clients? Qu'est-ce que tu mets en place comme stratégie? Je poste 2 posts par semaine. Ok. Quand tu postes, tu Euh, dis quoi? Tu parles de quoi? alors, où je parle d'hypnose, où je Ok. parle de tabac, Ok. et je fais des posts un petit peu plus personnels où je parle de moi, toujours en rapport avec le tabac, Ok. et comment dire, de mon parcours de vie qui est un petit peu chaotique et un petit peu bizarre, mais Ok. dont je suis très fier. Ok. Et voilà, ouais. Ok. Alors, je vais te proposer, pour le coup, quand on parle de hypnose, etc., on rentre en fait dans le côté expertise. Peut-être que c'est via l'hypnose que tu permets aux gens d'arrêter de fumer. C'est super. Mais c'est pas ce que les gens vont acheter. Moi, je serais toi. Je partage plus d'études de cas de clients. Concrètement, j'ai accompagné Paul qui, ça faisait 25 ans, qui fumait un paquet de cigarettes par jour et en 2 séances, il a arrêté de fumer, tu vois. Donc, partage des études de cas, des témoignages clients. Partage également, essaye de démonter toutes les croyances qui empêchent ton client potentiel de passer à l'action. Donc, peut-être que tu te dis que toi, c'est pas possible pour toi parce que ça fait tellement d'années que tu fumes que tu te dis c'est impossible d'arrêter de fumer du jour au lendemain. Eh ben, laisse-moi te dire que voilà, tu déploies la persuasion, etc. Ouais, Commence à faire plus de posts comme ça et tu verras que finalement l'engagement et l'intérêt pour travailler avec toi va augmenter. D'ailleurs, d'accord. j'espère que tu demandes des témoignages à la fin de chaque accompagnement avec tes clients. Oui, je leur demande, mais justement, le problème, si tu veux, c'est que c'est ça. C'est que je l'ai toujours remis à plus tard, et c'est pour ça que j'en perds énormément, en fin de Ah compte. non, le témoignage, c'est pareil, c'est tout de suite en fait. Oui, 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 non, mais je suis Tu d'accord. le fais à distance ou tu le fais en présentiel, Je le l'accompagnement? comprends. Les deux. Les deux, ok. Bon, regarde. Les deux. Déjà, si c'est en présentiel, alors là, c'est jackpot parce qu'à la fin
de la deuxième séance où la personne, logiquement, est censée arrêter de fumer, c'est toi qui prends ton téléphone et tu la filmes. On vient de finir, ok, concrètement là, à chaud, qu'est-ce que tu as à dire? Comment tu as vécu l'expérience de travailler avec moi? Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui doute? Et comme ça, tu peux également le partager. Tu demandes bien évidemment l'autorisation à la personne de diffuser ce témoignage, mais tu peux l'utiliser également sur les réseaux. Si la personne ne veut pas être diffusée de manière vidéo, tu peux également, toi, retranscrire la vidéo à l'écrit et quand même partager ses écrits. Oui. Mais systématiquement, demande-le à la fin. N'attends pas, en fait, te dis pas, je vais attendre plus tard, je demanderai. Non, c'est tout de suite. Ouais. C'est comme les recommandations. D'accord. Donc, pour toi, tu as 3 choses. Si tu coaches un client en présentiel, à la fin du coaching, témoignage, ensuite recommandation, et ensuite tu proposes une offre supérieure pour aller plus loin. D'accord. 3 choses à mettre en place, et je te garantis que si tu mets en place ces 3 choses, ton chiffre d'affaires également, il va exploser. Ok. Merci beaucoup. Avec joie. D'accord, super intéressant. Moi, j'ai pas, je t'avoue, j'ai beau le savoir, j'ai pas forcément le réflexe recommandation. Je commence à avoir le réflexe témoignage, ça vient doucement, mais pas encore le réflexe recommandation. Il faut vraiment que je le chope parce que effectivement, les gens sont trop heureux de recommander tes services à leurs amis, à leurs connaissances, et puis ça leur permet, pour eux, c'est valorisant aussi en fait. Ça leur permet de dire je connais quelqu'un qui fait ceci, cela, et donc ça augmente aussi quelque part leur valeur sociale. Donc c'est pour eux, c'est intéressant, et pour nous, en tant que professionnels, bah, c'est intéressant aussi parce qu'on est, on est recommandé. J'avais lu des études qui expliquaient qu'on n'utilisait vraiment pas assez commercialement ce qu'on appelle le réseau faible. Le réseau fort, c'est les gens qu'on connaît de manière tout à fait directe. Voilà, Stéphanie, Georges, les gens qu'on connaît, voilà, immédiatement. Toi, Auraï. Le réseau faible, c'est je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, machin. Et les gens sont hyper contents de connaître, même lointainement, des professionnels qui ont telle ou telle compétence, parce que ça montre, ouvrez les guillemets, qu'ils connaissent des gens. Et ça, c'est bon pour nous aussi. Donc, il faut juste songer à l'utiliser davantage, quoi. En fait, naturellement, on recommande par exemple des bons restaurants. Oui, Naturellement, on recommande, je sais pas, des bons sites de voyage. Mais oui, quand il s'agit par exemple de services, on oublie. Mais en réalité, en fait, de la même manière qu'on recommande un bon restaurant, bah, on peut recommander un bon ostéo, comme par oui, exemple Laurence. On tout à peut fait. recommander une personne comme Georges qui aide du coup ses clients à arrêter de fumer en seulement 2 séances. Bon, c'est énorme. Tu vois, si aujourd'hui dans mon entourage, je connais des personnes qui sont dans la dépendance affective, bah, maintenant je penserais à Steph et je dirais bah, tiens, contacte Steph parce qu'elle est elle est dans ce domaine-là. Donc, des fois, les gens, naturellement, ils ne pensent pas forcément à le faire, mais ce n'est pas parce que que tu le demandes qu'ils vont pas le faire. Au contraire, tu seras surpris de savoir qu'en réalité, quand tu demandes, bah, les gens ils disent ah oui, tu as raison, bah, tiens, j'ai ma cousine en fait qui pourrait être intéressée. Ou alors, tiens, j'ai une de mes amies, elle m'avait parlé de ça, peut-être qu'elle pourrait être intéressée. Et donc, tu vois, finalement, les gens, ils commencent à penser et à te connecter, à te présenter auprès de nouvelles personnes. Et effectivement, c'est super négligé j'appelle ça l'art de la recommandation, mais oui, c'est une manière en tout cas d'accélérer la croissance de son entreprise. Oui, tout à fait. Et moi, je mettais en exergue l'existence d'un réseau fort et d'un réseau faible, en fait. Ouais, c'est Un peu ça. comme une grande toile d'araignée qui va très très loin, tu sais. Ouais. Hmm. C'est ça. Tout comme il y a les signaux forts, signaux faibles. C'est encore notre sujet. Je me perds. Est-ce que vous avez d'autres questions, les présents? Steph, est-ce que tu as envie de poser d'autres questions? Nine. Allume ta caméra. Tu vois, Aura, tu es en train de me dire que les dépendants affectifs, voilà, enfin, voir aussi si je ne suis pas sur la mauvaise cible. C'est compliqué les dépendants affectifs parce que tu sais, c'est ce petit enfant qui a pas forcément de conscience qu'il souffre. Il souffre, mais ça va aller demain. Tu vois, ils font beaucoup de déni. Et c'est compliqué d'ouvrir la conscience. J'ai des personnes qui me voient, qui me suivent depuis, parce que je me suis mise sur Insta, et qui me découvrent depuis fin novembre, depuis que vraiment je me suis mise sur Insta. Et en fait, le truc, c'est que, tu sais, c'est ce petit ah, gna, 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 tu sais, qui se justifie, se crucifie. Donc, je t'explique pas. C'est oui, non, mais j'ai confiance en toi, faut que tu m'accompagnes. Et puis, pouf, ils sont partis dans la nature. Et puis après,
Quand je prends des nouvelles, c'est non, c'est bon, j'ai trouvé l'amour. Enfin, parce que forcément, enfin, pour continuer à souffrir, va chercher l'amour, va gratter les symptômes, etc. Et donc, si tu veux, moi, ils me perdent énormément en fait. Ils sont comme ils sont dans la manipulation du jeu du triangle de Cartman, ils t'expliquent leur histoire, je me victimise, oui mais l'autre, tu vois, enfin, ils sont comme ça. Je sais les Est-ce accompagner. que toi, tu les aides à prendre conscience, au final, de ces croyances-là? C'est-à-dire ce côté victimisation. Est-ce que dans tes posts, dans tes contenus, tu permets également à ta cible de comprendre qu'en réalité, ce sont ces croyances qui l'empêchent de sortir en fait de cette dépendance? Le problème, c'est que pour eux, c'est pas eux qui manipulent les Hmm. autres, c'est les autres qui les manipulent. Donc, j'en ai fait des posts, triangle de Cartman, etc. Mais je te laisse imaginer qu'une cliente, par exemple, ma cliente, je lui explique et tout ça. Elle m'envoie des photos de messages et je lui dis, victime, sauveur, et là, tu es en train de le persécuter. J'ai dit, voilà, tu as fait les 3 rôles en un message, tu vois, par exemple. Donc, en fait, même si j'explique, ils ne se voient pas, ils n'arrivent pas à se regarder, tu vois, parce que c'est toi le problème. Le bonheur, c'est Hmm. face à l'extérieur, mais le problème, c'est à cause de toi si je souffre, tu vois. Hmm. Donc, c'est Bah, très tu compliqué. vois, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je serais toi, j'insisterais encore plus sur le côté, en fait, pardon, responsabilisation. En fait, ok, ça a beau être trash, mais en réalité, si tu es dans cette situation-là, c'est à cause de toi. Donc, tant que tu as continué à chercher un persécuteur à l'extérieur, eh ben, en fait, bon courage. Donc, tant que tu n'as pas compris ça, déjà, viens pas parler avec moi, limite, tu vois. Ouais. À un moment donné, également, il faut gagner du temps. Donc déjà, si tu ne peux pas accompagner quelqu'un qui est persuadé que le problème, en fait, il est à l'extérieur de lui. C'est lui le problème déjà. C'est à lui de régler déjà. Enfin, en fait, si tu veux, quand tu sais que tu es la source du problème, bah, en fait, tu es également la solution. Mais si tu penses que le problème est à l'extérieur, bah, jamais tu peux trouver la solution parce que tu es toujours en train de pointer du doigt quelqu'un d'autre. Et quand on pointe du doigt quelqu'un, il y a 3 doigts également qui pointent vers nous. Mm. À un moment donné, il faut se remettre en question de soi. Mm. Et toi, tu vois, tu peux dire par rapport à ton histoire, et ben Ouais. en fait, tout ce que ta cible te dit, en fait, te l'approprier. Donc moi également, peut-être que comme toi, il y a quelques années, je pensais également que le problème, c'était l'autre. Je pensais que le problème, c'était le conjoint. Je pensais que le problème, c'était ça. Et après, j'ai pris conscience qu'en réalité, en fait, c'est moi qui acceptais ça. En réalité, c'est moi qui voulais pas me sortir de cette situation-là. En réalité, même si la situation était inconfortable, finalement, je l'acceptais. Finalement, bah, j'avais des standards qui étaient petits. Et un jour, j'ai réalisé que en fait, je mérite mieux. Donc, j'ai commencé à dire stop. J'ai commencé à m'imposer. J'ai commencé à fermer la porte à ce que je ne voulais plus, etc. Donc, tu vois, raconter ton histoire, mais en incluant au final les croyances de ta cible. Ça te parle, Steph? Coaching en Ah, prise de décision, coaching oui, en bah, prise de de toute façon, conscience. c'est ce que je fais sur les réseaux, mais après, voilà, non, mais enfin, après, il y a, tu sais, comme partout, hein, il y en a, ils veulent consommer du gratuit en pensant que ça fonctionne, mais j'ai bien montré hier que le bouquin coûte 28 euros, ils expliquent pas comment, en fait, tu vois. Hmm. Pareil, tu vois, quand tu dis que les gens pensent qu'ils peuvent transformer leur vie avec du gratuit, bah en fait, parle de ça aussi. Tu penses que en continuant à suivre juste mes lives, etc., c'est suffisant, mon contenu c'est suffisant pour transformer ta vie? Bah, laisse-moi te dire que non. Tant que tu n'auras pas investi, il n'y aura aucune transformation. Tu prends l'information, certes, tu as l'impression que tu avances, mais en fait, tu n'avances pas. Donc, à un moment donné, si tu cherches vraiment une vraie transformation dans ta vie, eh ben, prends un appel avec moi et discutons-en, tu vois. Bah, En fait, tout. en plus, Mhm. tu sais, je suis un bel exemple. J'ai fait 8 mois à suivre Franck Nicolas. J'ai été même dans un truc gratuit chez lui. David Laroche, j'ai perdu 8 mois encore de temps, tu vois, parce que c'était pas suffisant, tu vois. Mhm. Ouais. Je Donc, tu as sais. vécu ça. Tu peux leur dire, moi aussi, j'ai consommé du gratuit. Moi aussi, j'ai cru que ce serait Ouais. suffisant. Moi aussi, j'ai cru qu'en me farcissant la tête de contenu web, ça Ça pouvait allait transformer suffire ma à me vie. Non, reconditionner. Mais non. c'est ça. C'est ça. En fait, il faut vraiment que, en fait, ce que tu leur vends, c'est pas tant ton accompagnement, en fait. Ce que tu leur vends, c'est la transformation que tu vas leur apporter, Mm. tu vois. Et ce que ces personnes-là veulent, en fait, tu vois. Et moi, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que ton client veut plus que tout au monde qu'il n'a pas encore? Bah, la plupart récupérer son ex ou trouver l'amour. C'est Ok. des En réponses fait, en réalité, habituelles. c'est pas récupérer leur ex. En fait, ce qu'ils veulent, c'est être aimé. Oui, être aimé, oui, bien sûr. Ok, c'est ça. En fait, aujourd'hui, les gens, on appelle ça les 3 grands de Big Three. C'est relation, santé et argent. Les gens veulent être aimés, ils veulent être en bonne santé et ils veulent de l'argent. Mm.
Et donc, toi, tu te places du coup sur le côté du coup, relation. Georges, il est sur le côté santé et moi sur le côté argent pour le coup. Nathalie aussi. Mais tu vois, donc par rapport à ça, en fait, il faut vraiment que une fois de plus, hein, les gens achètent pour deux choses. S'éloigner d'un problème. Donc là, le problème, c'est la dépendance affective et se rapprocher d'un désir. Donc là, le désir notamment d'être aimé, en fait. Et ça, c'est l'un des plus grands désirs du coup, de l'être humain. Mais il faut que tu leur fasses comprendre que si vraiment ils ne veulent plus dépendre effectivement de quelqu'un et être aimés à leur juste valeur, ça passe par un accompagnement. Et donc, tu es la solution pour ces personnes-là. Donc, soit ils continuent à regarder tes contenus, tes lives, etc., mais leur vie ne change pas. OK, ils ont passé un bon moment et ensuite ils retournent dans leur misère. Soit ils prennent la décision de changer et à ce moment-là, ils te contactent. Et plus tu vas avoir des personnes que tu vas transformer, plus tu vas pouvoir en parler, plus tu vas pouvoir montrer les résultats, plus ça va donner confiance et envie aux autres également de passer à l'action et de faire pareil. Ouais, c'est très intéressant, intelligent, ce que tu viens de dire. Oui, que veulent les dépendants affectifs? Ils veulent pas, dans le fond, se sevrer de l'amour. Ils veulent être aimés par quelqu'un que eux ils aiment. En fait, ils veulent vivre en amour réciproque, quoi. Et ils investissent beaucoup, beaucoup là-dedans. Peut-être trop, mais ceci est un autre sujet. Ok. Georges, t'as encore des questions? Non, pas vraiment, puisqu'en fin de compte, j'avais pas mal de questions. Et puis, Ouria, tu y as répondu en l'espace d'une intervention. Ah Donc, oui. donc, tu m'as pleinement satisfait. Maintenant, oui, je pourrais sûrement avoir des questions qui vont me venir parce que je vais pouvoir laisser décanter tout ça. Mais là, dans l'immédiat, non. D'accord. Bon, je réfléchis à est-ce que j'ai encore une question, moi, sur la ludification de la vente, sur le jeu de la vente, le plaisir du jeu aussi. Je crois que on aurait intérêt tous à se garder comme mantra, quelque part écrit, la vente est un jeu. Tout simplement. Et c'est ce que j'allais te Oui. dire. En réalité, ne serait-ce que de dire la vente est un jeu, Ouais. pour moi déjà, waouh, ok, c'est quoi cette description-là? Ton intervention, en fin de compte, pour moi, ça dédramatise un petit peu le sujet. Parce que, tu sais, personnellement, j'étais infirmier pendant plus de 20 ans. Là, je suis hypno. À la base, la vente, c'est pas du tout dans mon ADN. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose, si tu veux, qui m'est assez étranger, sur lequel j'ai pas du tout de base, et qu'il faudrait que j'arrive à considérer comme un jeu, en fin de compte, effectivement. Parce que les enjeux sont tellement importants que souvent je suis, comment dire, un petit peu comme un lapin pris dans des phares, tu sais, quand il s'agit de vendre, parce que ça me terrifie quelque part, alors qu'il Hmm, n'y a pas de raison. Je suis en train de me hmm. rendre compte que, au contraire, si jamais on y met du plaisir, ça doit être beaucoup plus facile que je ne le Ouais. croyais à la Ça fait base. 2 fois que tu dis ça doit, il faut que je considère la vente comme un jeu. Et moi, j'aurais tendance à te proposer une phrase du genre, je choisis de considérer que la vente est un jeu, en fait. Oui, tu as À un raison. moment donné, il y a un switch et il y a un choix à faire. Comment, Georges, choisis-tu de Oui, tu as considérer la raison. vente? Oui, tu as Yes. raison. D'ailleurs, Georges, par rapport à ce que tu dis, comme je t'ai dit, comme je l'ai dit en introduction, je suis l'auteur du livre Le jeu de la vente, les cycles des entrepreneurs qui réussissent. Le livre est disponible sur Amazon, sur la Fnac, sur Cultura, mais sur mon D'accord. site, en fait, internet, si tu le commandes directement, je peux te envoyer un exemplaire qui est dédicacé. Et dans ce livre-là, en fait, tu verras qu'il y a beaucoup d'introspection. Et donc, la première partie, déjà, c'est de se réconcilier avec la vente, avec l'activité commerciale, pour justement commencer à en faire un jeu. Parce que c'est impossible de faire de la vente un jeu s'il y a toujours un discours interne, entre guillemets, du style « moi, je suis pas bon en vente » ou « la vente, c'est pas fait pour moi » ou « je n'ai pas d'expérience en vente » ou « la vente, c'est négatif » ou alors « j'ai peur de me faire Oui, payer », etc. Il y a plein de oui. croyances par rapport à ça. Donc, quand tu auras du coup mon livre, tu verras que tu pourras déjà répondre aux premières questions de la première partie sur les croyances limitantes. Et ensuite, il y a bien évidemment d'autres contenus pour justement faire de la vente en jeu. Donc, j'ai mis le lien dans le chat. D'accord. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui regarderont également ce live, enfin cette masterclass en replay, n'hésitez pas à aller sur www.lesjeuxdelavente/livre pour soit télécharger gratuitement un extrait du livre pour vous donner un avant-goût, soit directement vous procurer un exemplaire dédicacé que je me ferai une joie de vous envoyer directement.
Merci D'accord. beaucoup, Merci. Ouraï. Bon, Georges, répète après moi. J'aime vendre. J'aime vendre. La vente est un Apprends jeu. à aimer ça. D'accord. Je vais utiliser une métaphore que j'ai utilisée récemment avec un client, qui est la métaphore du piano. Ce client, justement, a arrêté de fumer et se mettait au piano. Et il me disait, j'espère que je ne vais pas encore passer à autre chose dans 6 mois comme d'habitude. Et ma métaphore, c'était, moi j'ai fait du piano pendant longtemps. Et au début, quand tu fais du piano, bah, tu fais tes gammes et c'est chiant. Et t'aimes pas ça et t'as mal au doigt. Voilà. Et si en plus tu commences à utiliser les pédales, t'as mal aux pieds en plus. Et un jour, tu fais tes gammes sans y réfléchir et tu trouves ça sympa. Et un jour, parce que tu as fait tes gammes, parce que c'est devenu fluide, parce que tu n'as plus d'efforts à faire, eh ben, tu sais jouer des morceaux de musique et tu regardes tes doigts jouer tout seul et tu prends du plaisir à écouter le morceau que tu es toi-même en train de jouer. On fait ses gammes, on apprend à y prendre du plaisir et le jour où ça va être fluide, on va kiffer, regarder nos doigts jouer tout seul et écouter le morceau de piano qu'on est en train de jouer. Le secret, il est là, je crois. Faire ses gammes, apprendre à aimer ça. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est ce que je dis aux jeunes étudiants qui veulent se lancer en hypnose. Pratiquer. Mm. Faites vos gammes, Mm. rendez la chose fluide. Et l'amour de la pratique va venir avec. Mais il faut commencer par accepter de faire ces gammes. Ouais, important. Tout à fait. Merci pour du coup l'analogie également avec la musique. De toute façon, on peut faire plein d'analogies, hein, que ce soit la musique, Ouais, comme on l'a vu en introduction, la natation, ça peut être le permis de conduire. En ouais, réalité, pour devenir bon à un jeu, il ouais, faut répéter le jeu. La première fois que j'ai joué, par exemple, à Mario Kart, bah, j'étais nulle. Mais à force de jouer, non, mais je comprends pas pourquoi là j'ai perdu, pourquoi là je suis morte. Ok, je recommence, etc. Donc, c'est à force de ouais, jouer que finalement on passe des niveaux. Donc, c'est oui, pareil, tu vois. Au début, accepter que c'est OK de ne pas être peut-être bon au départ. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus je vais pratiquer, forcément, je vais m'améliorer. Donc, forcément, ça va devenir de plus en plus fluide. Donc, forcément, au fur et à mesure, je vais apprendre justement à encore mieux cerner le prospect potentiel qui est en face de moi, encore mieux cerner ses peurs, ses réticences, encore mieux anticiper les objections, y répondre, encore mieux lui faire comprendre la transformation que je lui apporte, encore mieux mettre en avant, tu vois, la valeur ajoutée du service que je propose, etc. Et au fur et à mesure, je deviens beaucoup plus à l'aise. Et un jour, bah, en fait, voilà, je m'amuse vraiment. C'est-à-dire que j'ai des gens au téléphone, bah en fait, il n'y a pas d'enjeu. En fait, je suis prête à perdre le deal. C'est OK, ma vie, on ne dépend pas. Si tu travailles avec moi, tant mieux, c'est super. Je vais prendre plaisir à te transformer. Si tu ne travailles pas avec moi, ma vie, en fait, ça ne change pas ma vie. Je continue à faire ce que j'ai à faire, tu vois. Et quand tu es vraiment détaché, bah, en fait, je te rends compte que c'est là que les gens ont encore plus envie d'acheter. Parce qu'il n'y a pas de forcing, il n'y a pas de pression, c'est léger, tu vois. Ouais. Ça se ressent également dans l'énergie. On sent les entrepreneurs qui sont tendus parce qu'on sent ouais, que bah, financièrement, c'est compliqué, ça se ressent énergétiquement. Or que quand tu es détendu, bon, le client, il dit, OK, c'est moi qui a tout à gagner. Parce que je sens vraiment que cette personne-là, elle a l'intention sincère de m'accompagner et de transformer ma vie. ouais, tout à fait. Oui, quand tu fais du forcing, quand c'est très mécanique, eh ben, ça se sent un peu comme, tu sais, au début de la masterclass, je disais au début quand j'apprenais à conduire, c'était très crispé, Tu sais, mécanique, quand tu conduis comme ça à automatique. 10h10, Ouais, Perfect. c'était très robotique. Mm. Et du coup, comment dire, la conduite n'était pas fluide, n'était pas agréable, ni pour moi, ni pour le passager finalement du véhicule. Et donc, ça se passait pas très très bien. C'est quand c'est devenu fluide que les choses se sont faites beaucoup mieux. Et alors, pour boucler un peu la boucle avec le début de cette masterclass, bah, aujourd'hui, il m'arrive pour le plaisir de prendre ma voiture et de conduire. Alors, c'est pas très écolo, donc j'évite de trop le faire. Et si j'ai envie de faire une longue route, bah, je prends des gens en blablacar, ça c'est ma conscience écolo. Mais n'empêche, aujourd'hui, parfois, je fais la route pour le plaisir de conduire. Comme quoi, tout est possible. Je mets ma excellent. musique et c'est cool. Et des fois même, je chante en conduisant et c'est cool, quoi. C'est super. Mm. Ouais, je fais la même chose. Tu fais la même chose? Tu Ouais, conduis toi aussi? La nuit, c'est super agréable. ouais, j'adore. Mm. Il y a un vrai plaisir à ça, ouais. Alors, je ne le fais pas trop parce qu'encore une fois, voilà, avec le prix de l'essence et tout, mais on peut apprendre à aimer quelque chose qui nous crispait beaucoup au départ. C'est ça mon message. On peut apprendre à aimer ça. Mm. Tout à fait.
Tout à fait. En tout cas, j'ai été ravie, honnêtement, de partager avec vous aujourd'hui sur ce sujet-là. Je serais ravie également de continuer à suivre vos actualités, que ce soit Georges, que ce soit Steph ou les autres personnes qui regarderont le replay sur les réseaux sociaux. Nathalie, merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup, Rai, c'était Les super. enfants, ça va, on sont restés plutôt calmes, donc j'espère que ça a été Oui, sur le fond sonore. très bien. Super. Le Parfait. fond sonore était impeccable. Merci beaucoup. Tu as beaucoup transmis, tu as beaucoup partagé. Je suis très contente. C'était parfait. Les présents, est-ce qu'il y a encore des questions? C'est bon pour tout le monde? On va conclure et terminer D'ailleurs, là-dessus. une chose que je vais faire, Nathalie, tu Oui, sais, j'ai un podcast qui s'intitule Le jeu de la vente, qui est disponible oui, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Je ouais. vais prendre, du coup, je vais faire un épisode autour de cette masterclass. Donc, je couperai quelques extraits et je ferai un épisode dédié à cette masterclass avec toi. Avec grand plaisir. Je te recommanderais avec grand plaisir sur toutes les thématiques de la vente. Comme j'ai beaucoup de plaisir aussi à recommander Georges pour l'arrêt du tabac et Stéphanie pour lutter contre la dépendance affective. Et puis, je serais très contente et honorée d'être dans ton podcast avec tous ceux qui ont été là, qui ont participé et que je remercie chaleureusement parce que je sais que c'est toujours un effort. Je le dis à chaque fois, mais être présent et participer, c'est un effort qui doit être honoré. Donc, merci à Stéphanie, merci à Georges et merci à toutes celles et Merci ceux d'être qui là, ont nous été là avoir. puis qui ont dû partir avant la fin. D'ailleurs, on va pratiquer du coup ce que je dis. Nathalie, si Ouais, tu me permets, avant de finir, je vais demander à Georges et à Stéphanie, beaucoup, comme vous êtes les dernières personnes qui restent, de nous dire avec quoi vous repartez de cette masterclass. ouais, Voilà, de vive ouais, voix, en fait, vous venez de la vivre. ouais. Avec quoi vous repartez de cette masterclass sur justement comment dédramatiser la vente. D'accord. Je commence? Yes. Tu peux te Alors, présenter juste, si tu veux, rapidement en une phrase et ensuite dire ton partage. d'accord. Alors, moi, c'est Georges, hypnopraticien à Nantes. Et ce que je retiens de cette masterclass, déjà, c'est une nouvelle énergie parce que pour moi, là, la vente a perdu un petit peu de son caractère, un petit peu c'est plus une contrainte. Je pense que ça peut être quelque chose, au contraire, duquel on peut retirer un certain plaisir. Et puis, tu nous as donné plein de un regard croisé qui me permet, si tu veux, d'envisager les choses différemment et de mettre en place des actions qui pourront me ramener des clients, alors que là, jusqu'ici, je pataugeais un petit peu, si tu veux. Là, ça a beaucoup éclairci les choses pour moi, ouais. Ouais, ouais, vraiment. Mm. Ok, merci beaucoup, Georges. Stéphanie? Donc Stéphanie, coach psychothérapie et formatrice et mentor sur la dépendance affective. Moi, j'ai déjà beaucoup de conscience sur la vente, donc j'ai déjà beaucoup avancé sur moi. Et voilà, j'ai eu encore quelques pépites pour pouvoir avancer et dédramatiser tout ça, parce que j'avoue que parfois, voilà, je sais pas où aller, quoi. Donc ne serait-ce que parfois sur le montant. Voilà. Alors, comme je suis une ex-dépendante affective, moi, j'ai eu un gros problème sur la relation à l'argent, forcément, Ouais. compulsion d'achat. Donc, je sais que Nathalie pourra m'accompagner là-dessus. Voilà, ça, elle le sait. Voilà, c'est un gros sujet, mais je ne dépense pas d'argent, sauf pour mes formations. Donc, pour dire quand même que je sors de loin. Donc, voilà. Et vraiment, ça m'a apporté vraiment beaucoup, et encore de la conscience et de la vision, et surtout comprendre aussi. Et que j'étais cet enfant qui négociait pour avoir des bonbons. Et on me disait oui. Excellent. J'ai une dernière question. Georges et Stéphanie, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui hésiterait de regarder, par exemple, une masterclass ou un événement, une conférence sur justement le fait de dédramatiser la vente? Qu'est-ce que vous diriez à cette personne-là si elle hésite à suivre un événement, un prochain événement? Alors, Euh, moi, je vais intervenir parce que là, j'ai la dynamique, j'ai l'énergie qui vient de remonter d'un coup. Vous n'avez qu'une vie, d'accord? Donc, si c'est aujourd'hui, le moment, c'est maintenant. Demain, il est trop tard. Voilà. Alors, moi, Et ce qui... je rajouterai au rail qu'on Ça fait deux m'appelle fois que tu me coupes la parole, hein. Madame Dynamite. Voilà. On n'a qu'une vie. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Alors, moi, je dirais que c'est super important, en fin de compte, de pouvoir accéder à ce genre d'échange-là,
parce que c'est super enrichissant et que vraiment, ça permet de pouvoir avoir une vision croisée de plein de choses différentes. Euh, euh, la vente, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas dans notre ADN, nous autres thérapeutes, et je pense qu'il est vraiment nécessaire qu'on se forme là-dessus. Alors en France, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de la vente à l'école, ou il n'y a pas vraiment une culture de la vente en fin de compte, hein. Non. Et quand on arrive en thérapie et qu'on arrive à devenir thérapeute, le souci c'est ça, c'est que on arrive avec plein de carences à ce niveau-là, et ce genre de masterclass justement permet de pouvoir éclaircir un petit peu la vision qu'on a de tout ça, quoi.